Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc il neige pas, effectivement. Vous avez bien commencé à discuter dans le chat. Je suis Sylvie Rochard, donc coordinatrice des actions d'animation pour le Grève Bretagne. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un rendez-vous sectoriel sur les métiers de la culture. Nous allons vous parler d'un diagnostic qui a été réalisé par le Campus des métiers et des qualifications d'excellence de l'éducation artistique et culturelle en Bretagne. Ce diagnostic comporte notamment une partie prospective sur les compétences d'avenir pour la culture et pour les métiers de demain. D'où l'intitulé de notre action, du pinceau à l'intelligence artificielle, qui sont les futurs professionnels de la culture en Bretagne. Pour vous présenter et nous parler de ces éléments, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélia Leroux, qui est directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications d'excellence de l'éducation artistique et culturelle en Bretagne. Bonjour Aurélia. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Bon, et puis pour vous accompagner dans le chat, donc vous avez avec vous Marie-Claire May, qui est donc chargée de mission animation et animatrice des communautés La Place pour le Grève Bretagne. Bonjour Marie-Claire. Voilà, tout au long de ce webinaire, vous pourrez intervenir dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On tentera de les prendre au fur et à mesure. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Le chat est à vous, il est disponible. Alors, pour commencer, pour introduire notre webinaire, donc effectivement, ce diagnostic a été réalisé sur les industries culturelles et créatives. Mais alors déjà, tout à l'heure, j'ai utilisé des mots un petit peu barbares, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'industrie culturelle et créative, Aurélia? Alors, les industries culturelles et créatives, évidemment, c'est un grand secteur très large avec 14 filières qui comprend donc les arts visuels, la musique, le spectacle vivant, le cinéma, la télévision, la radio, le jeu vidéo, le livre, la presse, la publicité, le patrimoine, l'architecture, la communication, les métiers d'art et du design. Voilà, on les a affichés parce que c'est long et voilà, c'est pas toujours évident de les mémoriser, mais c'est un secteur très large. Je voulais juste préciser néanmoins que sur le diagnostic qui a été réalisé, évidemment, c'est un diagnostic sur les industries culturelles et créatives, mais également sur l'éducation artistique et culturelle. Mais on va en reparler tout à l'heure. D'accord. Ce poids peut-être de ces 14 filières des industries culturelles et créatives, ça représente quel poids économique? Alors, c'est un poids économique lourd. Déjà, parfois, les acteurs qui ne sont pas du secteur ne le savent pas, mais c'est 2 fois plus lourd que le secteur de l'industrie automobile. Donc, c'est toujours intéressant de l'évoquer. La particularité, c'est que c'est effectivement un secteur très singulier dans le sens où il est essentiellement composé d'une grande majorité de micro et petites entreprises. Il faut savoir que la part des entreprises du secteur culturel de plus de 250 salariés représente 0,1% de l'économie, mais que ce sont des acteurs qui, en termes de chiffre d'affaires, occupent 54% de cette part. Donc c'est évidemment important. Tout le reste, donc 69%, notamment, donc plus des 2 tiers des entreprises culturelles ne comportent aucun salarié. Donc on voit bien effectivement que c'est un secteur qui Ou est des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. entrepreneur, des micro-entreprises, effectivement. D'accord, très bien. Du coup, il y a peut-être des enjeux de professionnalisation alors pour ces personnes. Tout à fait, souvent, et c'est un peu des couteaux suisses, hein, ils doivent tout faire, ils doivent avoir des maîtrises de gestion, administrative, comptable, etc. Donc, effectivement, il y a aussi des enjeux pour aider les acteurs du secteur culturel à se professionnaliser et avoir des outils qui vont leur permettre voilà, de vivre de leur activité. Très bien. Le campus donc des métiers et des qualifications a été missionné pour réaliser un diagnostic. J'en parlais en introduction. Ce diagnostic est un diagnostic prospectif sur les compétences du secteur pour demain. C'est quoi déjà un campus des métiers et des qualifications? Alors, un campus, il faut savoir qu'il y a 120 campus des métiers et des qualifications en France. Et voilà, c'est un outil qui a été mis en place dans le cadre de la loi NOTRe par l'Éducation nationale, dans l'objectif de rapprocher le monde de l'enseignement du monde de l'entreprise. Donc vraiment de faire ce lien, dans l'objectif de faire évoluer notamment la carte des formations pour pouvoir faire évoluer à la fois les référentiels de formation et essayer d'avoir un temps d'avance, ou en tout cas de ne pas être en retard et de mettre à jour ces formations. Il faut savoir que les campus sont thématisés, donc Mhm. les experts d'une filière. euh,
et notamment nous, on est évidemment dans la filière des industries culturelles et créatives, hein, au niveau du campus de l'éducation artistique et culturelle. Et sur cette activité-là, on est 12 campus en France. Et on a tous on va dire, une spécialité, une coloration. Donc en Bretagne, nous sommes le seul campus en France sur l'éducation artistique et culturelle comme étant expert. Et évidemment, ça s'est aussi inscrit dans le cadre de l'installation de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle en Bretagne, qui a été basé à Guingamp il y a 3 ans environ. Donc voilà, ça Alors, c'était. vous nous direz ce qu'est l'éducation artistique et culturelle plus précisément, mais si on reste déjà sur les campus des métiers, donc si je comprends bien, il s'agit d'une fédération d'acteurs. Oui, en fait, l'objectif, c'est de réunir des acteurs. Alors, il faut savoir que le campus est copiloté par la région Bretagne et l'éducation nationale, que nous avons dans les membres fondateurs, bien sûr, l'INSEAC du CNAM. Hein. C'est pour ça que j'ai une adresse CNAM, mais mon adresse a évolué, donc je vous expliquerai, puisqu'en fait, on s'est créé maintenant en association depuis septembre. Voilà, maintenant, on a une entité juridique propre, hein, au niveau du campus. Et on a également parmi les acteurs la DRAC notamment, hein, qui soutient le campus, et l'AFDAS, voilà, ça fait partie des partenaires clés notamment, mais on est en train de construire aussi cet outil, hein, il est tout récent puisque l'association a été créée il y a quelques semaines, quelques mois, donc l'objectif évidemment c'est de fédérer ces acteurs pour réfléchir sur ces compétences d'avenir, c'est l'évolution de ces formations et d'établir de nouvelles formations qui répondent aux besoins des acteurs de la culture notamment et des industries culturelles et créatives au Donc, sein. vous pouvez être amené à réaliser des diagnostics ou des études prospectives. Est-ce que vous êtes aussi amené à accompagner ces acteurs? Alors, le campus des métiers est en complément de ce qui existe déjà. Il n'est pas là pour faire ce que les acteurs font. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses. Donc, plutôt, c'est de faire en sorte que finalement, ces acteurs puissent échanger, voilà, trouver un lieu, on va dire, entre guillemets, neutre ou commun, hein, voilà, puisqu'en fait, il y a un conseil d'administration qui est en train de se constituer, qui va fédérer tous ces acteurs pour pouvoir décider ensemble et réfléchir et puis être un acteur d'innovation, puisqu'en fait, chacun a sa spécialité, son expertise, et donc faire en sorte que ces acteurs se rencontrent sur une thématique plus ciblée, plus précise, dans l'objectif évidemment de renforcer aussi l'économie en Bretagne sur ce champ culturel et créatif et de proposer des formations qui répondent à des besoins. D'accord, mais je pense qu'on y voit un peu plus clair sur alors les industries culturelles et créatives, donc on nomme aussi les ICC, également sur les campus des métiers et des qualifications. Vous avez évoqué le terme de l'éducation artistique et culturelle. De quoi s'agit-il? Et donc en Bretagne, on a cette coloration, vous disiez, hein, autour de l'éducation artistique et culturelle. Vous pouvez nous définir ce que c'est? Alors, déjà, l'éducation artistique et culturelle, c'est un label, puisqu'il a été. Enfin, on fait de l'éducation artistique et culturelle depuis de très, très nombreuses années, hein, plus de 40 ans. Enfin, je ne pourrais pas dire d'où ça vient, mais ça s'est institutionnalisé, on va dire, sous cette appellation éducation artistique et culturelle, un peu plus récemment, avec notamment la mise en place d'une charte de l'éducation artistique et culturelle euh, pilotée, instaurée par le Haut Comité à l'éducation artistique et culturelle, qui est présidé par Emmanuel Etis, qui est également recteur de l'Académie de Bretagne. Et l'éducation artistique et culturelle, ça passe sur 3 piliers en fait. C'est à la fois la connaissance, la pratique et la rencontre. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est développer les connaissances, notamment des élèves, mais en fait, ça s'inscrit tout au long de la vie. Hein. C'est vrai qu'on a une cible assez précise sur les jeunes, on va dire, mais en tout cas, ça peut s'établir tout au long de la vie. La pratique artistique et également la fréquentation des œuvres et des artistes. Si je prends un exemple, euh, il ne s'agit pas juste je vais prendre un exemple dans les classes, hein, c'est plus simple avec le scolaire. Il ne s'agit pas simplement d'aller au cinéma, voilà, mais on va au cinéma, on prépare en amont dans la classe le film qu'on va voir, on va voir ce film, on peut échanger peut-être avec un comédien ou le réalisateur, débattre avec l'artiste concerné, et puis ensuite, eh ben, peut-être que les jeunes vont faire une petite vidéo ou vont pratiquer du théâtre. Enfin voilà, l'idée c'est toujours de faire la connexion entre la pratique, la connaissance, voilà. Mais il y a toujours beaucoup de définitions. Donc le plus simple, c'est de s'en référer à la charte de l'éducation artistique et culturelle pour pouvoir évidemment y voir plus clair. Et il y a 10 piliers, hein, il y a 10 axes, et en fait, il suffit d'en prendre connaissance. D'accord, j'espère que c'est bien clair pour vous qui nous écoutez, parce qu'effectivement, ce sont
des concepts auxquels on n'est pas forcément habitué. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez des précisions par rapport à ces éléments. En tout cas, pour moi, c'est clair, Aurélien. Sur ce diagnostic, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi a consisté le diagnostic que vous avez réalisé? Oui, alors c'est un diagnostic qui s'est établi sur, on va dire, 5 lots, hein, puisqu'on a mis en place un appel d'offres pour établir ce diagnostic. Alors déjà, c'est un diagnostic qui s'inscrit dans la dynamique France 2030, qui sont des appels à manifestation d'intérêt opérés par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale pour la recherche, euh, avec évidemment sous l'égide du secrétariat général pour l'investissement au niveau de l'État. Donc, ça s'inscrit dans la dynamique Placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs. Donc, c'est vraiment très normé. Et nous, on a établi 5 lots. Donc, un premier lot qui consistait à établir la cartographie des formations du CAP au Bac plus 8, donc jusqu'au niveau 8. Et une cartographie donc unique en fait en Bretagne, puisqu'elle a rassemblé à peu près 450 formations. Là, on a pu les lister. On les a intégrés dans une application Airtable pour qu'elles puissent. Alors, c'est ce qu'on appelle du low code. On va en reparler dans les compétences d'avenir. Mais en tout cas, un logiciel qui permet évidemment de connecter à une cartographie. Donc, c'est extrêmement dynamique, etc. Donc, ça, c'est voilà, quelque chose déjà qui a été conséquent et qui évidemment qui sera diffusé, partageable. Mais on est en train de construire aussi ces outils-là pour la diffusion ultérieure. On a ensuite, en lot 2 établi un benchmark international. L'objectif, c'était d'essayer d'identifier quelles étaient les compétences d'avenir et les métiers d'avenir, en allant espionner ce qui se passe ailleurs, on va dire, mais également en échangeant avec des acteurs de la formation dans l'ensemble des pays du monde. Donc voilà, c'était un travail assez conséquent. Et puis, on en a justement établi 39 fiches thématiques sur les métiers et formations innovantes. Puis ensuite, on a fait une enquête qualitative et quantitative auprès des entreprises bretonnes du secteur culturel et créatif, avec notamment des entretiens qualitatifs, une enquête, on va dire, quanti assez, voilà, en tout cas 215 réponses, mais qui permet déjà de peaufiner, on va dire, ou de préciser les éléments qualitatifs pour connaître justement leurs besoins, savoir déjà s'ils sont dans une dynamique de développement, donc avoir une tendance un peu économique et quelles étaient aussi leurs attentes en termes de formation, notamment au regard de ce benchmark international et de ce qu'on avait identifié dans les compétences d'avenir. Le dernier lot, parce que j'en ai pas parlé, j'ai parlé de 5 lots, c'est évidemment la synthèse de tout ça. Une fois qu'on a établi toutes les formations qui existaient en Bretagne, qu'on a identifié les compétences d'avenir et qu'on a matché ça avec les besoins des entreprises, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui nous manque en Bretagne? Voilà, qu'est-ce qui nous manque en termes de formation en Bretagne pour pouvoir répondre vraiment aux besoins et être performant économiquement? Très bien. Donc là, sur ce webinaire, on va se concentrer sur la présentation des compétences d'avenir que vous avez pu identifier. Effectivement, donc dans ce diagnostic, vous avez tiré plusieurs enseignements, mais notamment, vous avez identifié 4 tendances de fond qui vont impacter les métiers culturels demain. Quelles sont ces 4 tendances? Oui, alors c'est des tendances assez génériques, hein. On a les tendances technologiques, bien sûr, c'est de la méthode en fait de travail, on les a classées, les tendances environnementales, les tendances sectorielles et sociétales. Donc ça a été une façon un peu de cartographier finalement ces compétences d'avenir par rapport à l'enquête qu'on a mis en place, qu'on a Oui, mise en alors place. c'est vrai que c'est des tendances qu'on retrouve un petit peu dans tous les métiers, comme vous le disiez, que ce soit sur le technologique, l'environnement. Alors le sectoriel et le sociétal, c'est peut-être ça vaut la peine d'expliciter un petit peu. Oui, je peux donner en fait des exemples, tout simplement, ça va être beaucoup plus parlant. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder effectivement. Alors, c'est un diagnostic qui a maintenant presque 2 ans, et ça va très très vite, mais notamment sur les tendances sociétales, comme c'est très ciblé sur le secteur culturel et créatif, on a imaginé des métiers, donc on a établi des titres qui ont vocation à susciter le débat, l'échange, pour justement diffuser et auprès des organismes de formation, quels qu'ils soient, publics, privés, universitaires, etc., justement ces tendances qu'on a repérées et leur permettre d'adapter éventuellement les formations. Donc on a dans les tendances sociétales notamment inventé des métiers, conteurs de nouvelles histoires, alchimistes de diversité, animateurs de communauté, artisans de projets EAC.
Voilà, dans les tendances sectorielles, ça peut être protecteur de création, intelligence économique et sectorielle, designer de projets transversaux et culturels. Si je prends les tendances environnementales, on va avoir éco-concepteur, biomiméticien, éco-manager, éco-citoyen. Et dans les tendances technologiques, on va avoir bah, euh, pilote d'intelligence artificielle. Alors effectivement, nous, on a sorti le diagnostic en juin 2023, ChatGPT avait à peine quelques mois, donc on était particulièrement innovant. Maintenant, on voit bien que c'est quelque chose qui s'est diffusé largement. Mais on a également citoyen numérique, magicien des données. On aime bien hein, avoir des petits noms comme ça pour alimenter la discussion. Donc, tous développeurs, voilà, parce qu'il y a des sujets aussi sur tout ce qui est logiciel low-code, voilà, no-code, artistes créateurs Web 3.0 ou encore artisans 4.0 sur les métiers d'art et du design, et j'en passe. Voilà. Donc, on a essayé D'accord. en fait, d'avoir un petit peu un panel comme ça pour susciter le Ce débat. sont donc des tendances qui viennent en fait traverser et impacter en fait les compétences et les métiers. Tout à fait. Ben, c'est en fait si je prends dans les tendances sociétales, par exemple, le télétravailleur ou télémanager, bon, on voit bien, il y a certaines évidences, mais c'est bien de les poser et de pouvoir aussi dire de quoi on parle. Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'être particulièrement toujours innovant dans l'intitulé du métier, mais surtout d'en donner une définition, de réfléchir pour pouvoir ensuite, évidemment, adapter les formations. Très bien. Bah, justement, donc vous avez, il me semble, identifié plus de 20 compétences dans nouvelles compétences dans ce diagnostic. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire un focus justement sur certaines d'entre elles? Oui, alors on va prendre des fiches, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic, hein, il est évidemment très très conséquent, hein, donc il y a beaucoup de matière. Au total, ça fait plus de 300 pages parce qu'il y a plusieurs lots. Ce qui est diffusé là dans le chat, c'est à la fois une synthèse de ces 300 pages et puis une synthèse de la synthèse. Donc voilà, c'est très conséquent. Si évidemment, moi je resterai de toute façon à la disposition des acteurs s'ils veulent avoir plus de précision. Mais avant de rentrer dans le détail des fiches qu'on a un peu illustré pour que ce soit plus voilà, opérationnel, justement. Nous, on a vraiment travaillé sur chaque filière. C'est-à-dire que si je prends les arts visuels, on a notamment, c'est un exemple, hein, mais on a établi les compétences techniques qu'il fallait développer. Donc, notamment les techniques sur l'intelligence artificielle, des techniques graphiques, de la modélisation pour les imprimantes 3D. On a établi les compétences sectorielles, notamment la communication. On va en reparler, la communication fait partie des compétences clés hein, développées dans le champ du secteur culturel, mais également la médiation, la gestion administrative, le marketing, des compétences du type se faire connaître, se vendre, et puis des compétences plus douces, parce que nous aussi, on est très sur les soft skills, notamment en lien avec l'éducation artistique et culturelle, dont on est convaincu que ça peut aussi développer la créativité si on intervient dès le primaire et le collège, par exemple. Donc, la créativité, la réflexion. Et tout ce travail, ces besoins de compétences un peu spécialisées, hein, ce qu'on a à faire, il y a à la fois des compétences spécialisées, mais également transverses, on l'a fait pour chaque filière. Voilà, donc ce serait évidemment beaucoup trop long de rentrer dans Pour ce... tout présenter, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est pour donner un échantillon sur Mais c'est ces actes. intéressant aussi parce que ça veut dire que pour les personnes qui nous regardent, si voilà, s'il y a des secteurs où ils ont besoin d'avoir de l'information un petit peu plus détaillée, vous savez que vous pouvez retrouver les éléments dans le diagnostic. Et puis Aurélia est également disponible, vous pouvez la contacter si besoin. Tout à fait. Donc, on en était donc à la présentation voilà, d'une des compétences d'avenir. Est-ce que vous voulez nous parler alors, pilote d'intelligence artificielle? C'est comme ça que vous l'avez appelé. Oui. Alors, pour la petite anecdote, au départ, on l'avait appelé dompteur d'intelligence artificielle. Parce que quand on a fait notre diagnostic il y a voilà, presque 2 ans maintenant, Euh, évidemment, on sentait bien, c'était issu également des entretiens qu'on avait eus avec les acteurs du secteur culturel, cette crainte, évidemment, de l'arrivée de cette intelligence artificielle, de peut-être la disparition de certains métiers, l'arrivée de nouveaux métiers. Donc, on s'est dit, il faut dompter, en fait. Hein. C'était vraiment... Et au niveau du secrétariat général, ils ont dit non, il faut plutôt piloter. Voilà. Donc, il y a eu des discussions de ce type-là. Parce que, ben, en fait, comme toute évolution technologique, quand c'est là, soit on essaie de lutter contre, et généralement, c'est souvent plus fort que soi, et donc c'est compliqué, soit on essaie d'appréhender ces évolutions-là et de voir comment, ben, soit voilà, bon, j'aime bien ce terme, moi, de dompter, mais en tout cas,
on travaille avec, on compose avec et on évolue pour pouvoir faire en sorte que son activité s'adapte en fait à ces évolutions et ne soit pas contre ces évolutions. Et Voilà. c'est Alors, vrai que parlant de l'intelligence artificielle, sur certains métiers de la culture, on peut vraiment se dire qu'effectivement, ça va avoir un très fort impact. tout à fait. Oui, oui, on ne peut pas nier, mais là, il faudrait presque en faire un webinaire à part. Et je suis pas moi l'experte forcément de l'intelligence artificielle. En tout cas, effectivement, ça suscite des questions. Et nous, c'est ce qu'on met en place dans ce diagnostic. C'est qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. On est là pour débattre, discuter ensemble. Et c'est l'objet aussi d'un campus. C'est de faire en sorte que les acteurs se réunissent et sur des sujets de ce type-là, qu'on discute et que chacun puisse donner aussi son point de vue parce que c'est là aussi où on innove et qu'on peut trouver et qu'on peut accompagner aussi ce changement, parce que les campus ont aussi ce rôle d'accompagnement du changement pour aider les acteurs à intégrer ces évolutions. On parle de l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a des sujets de régulation, il y a des sujets, voilà, il y a l'impact aussi environnemental de l'intelligence artificielle. Toutes ces questions éthiques, de responsabilité, elles sont évoquées, en tout cas nous, dans nos discussions et dans la suite des projets qu'on met en place pour le campus. Donc, on peut peut-être regarder la fiche. Je vais expliquer un petit peu comment on a organisé ces compétences, hein, justement, par secteur. Alors, ça peut faire hurler, mais on a utilisé Midjourney. Et oui, un logiciel de création assisté pour créer ces petits fonds. Alors évidemment, hein, c'est pas de la provoque, hein, c'est vraiment parce que ben, ça fait aussi partie des outils qui sont à notre disposition. Et de toute façon, le campus n'avait pas forcément les moyens de faire appel à un artiste. Donc, soit c'était un document Word, soit ben, voilà, ça permet de montrer quelque chose et c'est pas au détriment d'autres choses. Voilà, je vais donner l'exemple aussi. On avait fait, il y a eu un spectacle qui a été mis en place au sein de l'INSEAC, Son et Lumière, d'un artiste qui a fait intégralement son spectacle avec l'intelligence artificielle. Et il nous expliquait que lui, il a fait évoluer sa pratique, évidemment, avec cet outil. Et il a dit, ben, si j'avais pas eu l'intelligence artificielle, pour le prix que vous aviez, enfin les moyens que vous aviez pour diffuser ce spectacle, vous auriez eu 3 minutes. Mais avec l'intelligence artificielle, vous avez eu le droit à 20 minutes de spectacle. Voilà, c'est un exemple. Bien sûr que ça impacte les métiers, bien sûr que ça pose d'autres questions et que c'est pas toujours, voilà, là c'est quelque chose de positif, mais qu'il y a aussi des discussions à amener. Donc nous, en tout cas, on rentre pas forcément dans tous ces sujets-là, c'est aux acteurs aussi de s'en emparer, mais on essaie d'évoquer de quoi on parle. Donc voilà, on a toujours sur le même mode, hein, chaque fiche on présentait de la même manière. On établit une discussion, voilà, grâce au récent développement. Je ne vais pas tout lire, chaque acteur pourra se saisir de ces fiches. Et ça peut être aussi un outil, hein, parce que l'idée du campus, c'est aussi de proposer une boîte à outils pour les acteurs et de pouvoir finalement se saisir de cette fiche pour en discuter avec les acteurs de leur structure, voilà, d'échanger. Donc Donc, on met tout. c'est ça l'objectif de ces fiches, excusez-moi Aurélia, c'est justement de poser les bonnes questions par rapport à cette compétence d'avenir et de permettre aux acteurs de s'en saisir, d'en débattre. Absolument, oui. C'est de dire, bah voilà, nous, on a en repéré différentes tendances, il ne faut pas les nier et il faut en discuter. Voilà. Et donc, bah, on met en place des fiches pour aider, on va dire, à la discussion et au débat. Donc, effectivement, on met des hashtags, donc les fameux mots-clés, hein, intelligence artificielle, script, prompt, voilà, un certain nombre de choses pour que ça donne envie aussi aux acteurs de se renseigner. On met en avant les questions qu'on peut se poser. Alors déjà, quels sont les meilleurs IA dans mon domaine, hein, parce qu'il y a quand même des intelligences artificielles qui peuvent intéresser les secteurs. On voit bien d'ailleurs que sur cette fiche, ça ne traverse pas que le secteur des industries culturelles et créatives, hein, c'est pour être présenté à tout Bien secteur sûr. d'activité. Comment elles fonctionnent, comment on les utilise au mieux, quelles sont les nouvelles opportunités liées à leur usage et quels sont les nouveaux dangers et les pièges à éviter. Donc, voilà, encore une fois, nous, on n'est pas là pour opposer les choses, mais pour poser tout simplement les choses et en discuter. Ensuite, voilà, on met en avant les compétences clés à maîtriser, donc connaître les bons outils pour améliorer sa productivité, connaître les risques et les dangers de l'IA, notamment pour une utilisation éthique, hein, et nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant, bien sûr. Savoir rédiger un script, un prompt, en fonction de la psychologie de l'IA. Voilà, ça, c'est les éléments. Donc ça, c'est le recto, notre fiche, et puis on a un verso.
Et là, on regarde un peu comment ça impacte. Donc, on voit bien que ça impacte évidemment beaucoup, enfin, quasi une grande partie du secteur. On en a mis quelques-uns, mais en fait, on pourrait tous les mettre parce que Donc ça, c'est ce que vous dites, c'est les secteurs qui sont impactés, c'est le premier volet, là, avec les arts visuels, la communication, c'est ça? voilà, ce qu'on met en priorité. Mm. Euh, Ce qui est impacté en priorité, bien sûr, en fait, ça balaye potentiellement tous les secteurs, puisque ça peut aider, ne serait-ce que pour rédiger un courrier administratif. Voilà. Donc, on voit bien que ça peut concerner de toute façon tout secteur. Mais nous, on a priorisé en fait les filières impactées. Donc, après, on a mis en avant quelques exemples emblématiques, notamment de logiciels clés, on va dire, dans le secteur. Donc, Midjourney, OpenAI, évidemment, ChatGPT, etc. On a mis les métiers impactés et on a mis en avant les nouveaux métiers, donc artiste prompt, médiateur intelligence artificielle, chef de projet intelligence artificielle. Et puis on a évidemment mis quelques références, des articles notamment de presse pour pouvoir aller plus loin et encourager les acteurs à se renseigner sur cette évolution technologique. Voilà. Donc ça, c'est un Ben, premier. oui, ça c'est une des premières compétences effectivement qui a été identifiée. Vous vouliez nous parler également de l'entrepreneur ou entrepreneuse culturelle et créatif. Alors, on n'a pas mis ces fiches, ces extraits de fiches au hasard, puisque évidemment, nous, on a identifié au sens large, hein, dans le diagnostic, 5 compétences transverses assez prioritaires. Donc, on a tout ce qui est autour des récits, notamment conteur de nouvelles histoires. Bon, je ne suis pas sûre qu'on les mise parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, on va voir, mais également la créativité. Voilà, ça, on voit bien que c'est des compétences transverses qu'il faut pouvoir développer. Donc, on reparlera de l'éducation artistique et culturelle à la fin, mais pour que j'explique un petit peu comment tout ça s'articule. Donc, sur l'entrepreneur culturel et créatif, alors voilà de quoi on parle, notamment bah, travailler en tant que salarié, créer sa propre entreprise, se lancer en tant qu'indépendant. Ça, évidemment, c'est le choix de nombreux jeunes diplômés à la sortie de l'école. Ça peut être en tout cas les choix qui peuvent se proposer à eux, avec notamment un monde du travail qui évolue, qui se transforme, des régimes sociaux qui sont de plus en plus plébiscités, notamment par les indépendants, pardon, par les jeunes générations. D'ailleurs, on ne l'a pas forcément évoqué, mais on voit bien que les jeunes, notamment par rapport à la notion et leur rapport au travail, a évolué. Voilà, il y a cet équilibre vie privée, vie professionnelle qui est de plus en plus établi. Certains ont parlé de crise des vocations, hein, d'ailleurs, dans le secteur culturel. Alors, ça se temporise quand même, voilà, parce qu'il y a eu un effet post-Covid aussi qu'il faut panier, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a un rapport au travail qui a changé et qui nécessite aux acteurs de s'adapter, en tout cas, et de proposer aussi ces évolutions, en tout cas d'avoir un regard sur ces éléments-là sans les nier. Voilà, donc là, on a mis en avant évidemment des compétences pour la gestion, hein, de son auto-entreprise, donc la comptabilité, la gestion administrative, juridique, fiscale. Ça, on voit bien que c'est des compétences clés et majeures à avoir pour aider finalement les acteurs. On le retrouve beaucoup aussi, hein, dans les métiers d'art et du design. Il y a énormément, qui est d'ailleurs très très représenté en Bretagne, hein, qui est un poids lourd en Bretagne. D'ailleurs, le campus travaille aussi avec le CMA, hein, tous ces acteurs pour pouvoir évidemment évoquer ces questions-là. Chambre de Donc, métier et artisanat. voilà, merci. Donc là, évidemment, c'est important de pouvoir développer ces compétences, y compris dans les formations initiales, hein, puisque le campus, hein, travaille de bac-3 à bac+8. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir balayer que ce soit par des spécialités, des colorations ou des options, hein, des compétences transverses nécessaires. Donc là, les questions qu'on peut se poser, eh bien, voilà, quels sont les différents statuts d'entreprise? Quels sont les différents régimes fiscaux, comment on devient entrepreneur et auto-entrepreneur. Il faut savoir, pour l'anecdote, hein, que le campus aide aussi, hein, et travaille sur tout le volet financier. Enfin, il y a une expertise d'ingénierie financière au sein du campus. On travaille d'ailleurs beaucoup avec la Banque de France qui a sorti un jeu, je le regarde là parce que je l'oublie, qui s'appelle Aventure Entrepreneur, hein, qui est très utile pour aider à sensibiliser sur ces enjeux d'entreprise, de création d'entreprise. Donc, les autres questions, les charges patronales, salariales, c'est quoi? La comptabilité d'une entreprise, c'est quoi? Quelle différence entre un chiffre d'affaires et les bénéfices? Quels outils pour gérer tout cela? Quelle structure pour se faire accompagner? Comment faire un business plan? Voilà, on voit bien que un jeune qui se lance dans son entreprise se dit, ah, j'ai un super chiffre d'affaires, ça marche, oui, et la trésor. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a des notions de ce type-là qui sont importantes et il faut renforcer ces compétences-là
à la source et en tout cas pouvoir proposer aussi des compétences. Et alors je précise, hein, parce que ça fait partie évidemment du diagnostic, souvent on trouve des formations très généralistes, mais ce qui est mis en avant et plébiscité dans ce diagnostic, c'est qu'il faut que ce soit des compétences spécialisées, mais adaptées au secteur d'activité. Dans le cadre des entretiens qu'on a eus, on C'est-à-dire, sait que vous parlez de la formation là, c'est-à-dire que pour former par exemple en gestion, ce que vous préconiseriez, c'est que les personnes ne suivent pas une formation de gestion classique, mais une formation de gestion dans le secteur culturel. oui, que ce soit vraiment connecté et adapté quoi, au secteur, que ça parle directement. Je prends un exemple. Enfin, on sait que la Bretagne est une terre de festivals hein, forte, et donc on a interrogé des directeurs de festivals qui évoquaient l'importance de faire évoluer aussi leur business model, etc., leur business plan pour pouvoir faire perdurer leur activité, etc. Et donc, notamment, ils expliquaient qu'ils souhaitaient développer l'axe sponsoring, mécénat, mettre en place des loges un peu VIP, voilà, pour faire en sorte que les entreprises puissent aider à financer et permettre d'avoir un équilibre. Bon, c'est un exemple, hein. Et il disait, bah, en fait, j'avais beaucoup de difficultés. Mon interlocutrice hein, me disait, j'avais beaucoup de difficultés à trouver une formation adaptée pour le responsable mécénat que j'avais recruté, parce que c'était toujours très généraliste. Et en fait, c'était très éloigné bah, de nos problématiques dans la culture, dans la musique. Et elle regrettait de ne pas avoir trouvé une formation qui réponde à la fois à ces exigences, c'est-à-dire spécialisée, mais dans le secteur concerné. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple, mais on voit bien qu'il y a ces tendances-là qui sortent et qui sont ces expertises de compétences transversales qui sont identifiées dans le diagnostic, elles doivent pouvoir aussi être adaptées au secteur. Oui, alors du coup, on a pu parler effectivement de l'intelligence artificielle, on a parlé également de la gestion avec la fiche que vous avez présentée sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut voir un exemple plus précis sur l'intelligence sectorielle? Alors, on est parti, nous, sur la fiche intelligence économique sectorielle. Ça fait partie aussi, on l'a choisi pas par hasard, encore une fois, hein, puisqu'en fait, ça fait partie des enjeux forts hein, identifiés dans le diagnostic. Donc là, l'idée, c'est effectivement bien connaître là où les filières culturelles et créatives auxquelles la formation prépare fait partie des atouts clés pour bien aborder son entrée dans le monde professionnel et pour s'y développer. Donc ça, c'est effectivement euh, des éléments importants. On voit bien que souvent les acteurs, hein, les recruteurs, souhaitent des personnes qui puissent vraiment bien maîtriser le secteur. D'ailleurs, en France, on voit souvent que c'est compliqué hein, de changer de secteur d'activité. Donc, avoir finalement des formations qui pourraient adapter finalement parce que il y a beaucoup, c'est une richesse parfois hein, de recruter des acteurs qui viennent d'un autre secteur d'activité. Hein, ça permet d'avoir un regard neuf. Néanmoins, il leur manque parfois quelques clés pour être tout de suite opérationnel. Et donc, effectivement, développer dans sa candidature ou son projet d'entreprise ses compétences, c'est important de pouvoir les maîtriser. Donc, nous, on a mis en avant tout ce qui est aussi veille de marché, market d'intelligence, tout ce qui est veille concurrentielle compétitive. Ça fait partie des éléments qui sont importants. Et on est aussi dans une volonté de se mettre, on va dire, à niveau et à la page et en veille de tout ce qui évolue dans son secteur d'activité. Ça, c'est aussi dans un objectif de mise à niveau. Hein. C'est, voilà, donc de faire de la Oui, veille. la compétence, ce serait effectivement la veille, quoi, finalement. Ce serait savoir exercer une veille économique sectorielle. Mais également établir une analyse. D'ailleurs, on voit les questions à se poser. Donc, quels sont les outils, notamment numériques, indispensables pour réaliser une veille sur un secteur, un marché? Comment conduire une analyse? Comment se construire un réseau d'information? Quels sont les acteurs, les principaux acteurs, les chiffres clés, les meilleures pratiques des secteurs qui m'intéressent? Bon, voilà, tout ça, c'est des éléments importants d'avoir une bonne connaissance économique sectorielle, fait partie des compétences clés à acquérir dans ce secteur-là. Et donc, Voilà. vous avez identifié des métiers particulièrement sur cette compétence? Alors, les métiers, on peut les voir au verso. Je vais laisser petit suspense. Voilà, notamment chargé de projet culturel, chargé de veille sectorielle et data analyst. Ça, c'est D'accord. ce qu'on a identifié. Voilà, bien sûr, c'est pas. Faut savoir que ces fiches hein, sont une base de discussion, donc elles ne c'est pas forcément exhaustif. C'est pour encore une fois enfin voilà, susciter la discussion. Et on a mis dans les références, notamment
le studio EY là, qui a établi un panorama européen des industries culturelles et créatives en France qui est intéressant, qui permet d'en savoir un peu plus sur ces axes-là. Voilà. Et on voit également que sur cette compétence, les filières qui sont impactées, bah, elles sont très nombreuses. On est on est quasiment sur toutes les filières. C'est majeur, effectivement, d'avoir une bonne connaissance et une bonne veille sur ces pratiques. Ouais. Et peut-être dernière compétence que vous souhaitiez aborder, c'était donc en lien avec les transitions écologiques, l'éco-manager. Oui, alors ça, évidemment, de quoi on parle? Bah, de l'impact environnemental hein, sur l'activité artistique ou économique. Ça, c'est évidemment un exercice compliqué. D'ailleurs, nous, on travaille aussi, hein, je vais en parler juste après, mais dans nos nouveaux projets de travaux de recherche hein, sur l'impact énergétique sur le secteur culturel, notamment sur le jeu vidéo, par exemple. Bon, voilà, on voit bien, et l'intelligence artificielle. Donc ça, il y a des enjeux forts. Bon, ça, c'est des domaines de toute façon nouveaux. Ça prend, on le voit bien, hein, on voit bien aussi l'impact climatique. Voilà, la société évolue, ça, c'est de plus en plus flagrant qu'il faut intégrer ces questions-là. Alors, en Bretagne, d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, tout le monde a parfaitement conscience de ça, puisque dans notre enquête, hein, quand on a interrogé les acteurs de la culture, ils étaient tous très, très sensibles à cette question-là. Donc, oui, un nouveau métier éco-manager, ben, ça veut dire que c'est déjà intégré. Et on a eu pendant plusieurs années des métiers type euh, chargé de développement durable. En fait, il faut que ce soit intégré au plus haut niveau. En fait, il faut que ce soit vraiment intégré au management clé. Il ne faut pas que ce soit quelque chose à part, à côté. Il faut que ça diffuse. Et donc, bah, ce métier d'éco-manager, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est intégré dans la fonction managériale d'avoir déjà cette sensibilité et de pouvoir manager en ayant bah, cette conscience. Bah, par exemple, qu'est-ce que mon impact carbone, qu'est-ce que ça enfin, implique dans mon activité, euh, quels sont mes objectifs dans mon domaine d'activité pour justement répondre à ces questions et à ces évolutions environnementales, comment j'intègre ces objectifs dans un plan de transformation global, hein, s'il y a des sujets d'accompagnement du changement, et comment donc j'implique chaque acteur de la société, enfin chaque collaborateur de ma structure dans cette dynamique de changement. Là, si on passe sur les métiers que vous avez pu identifier, nouveaux métiers ou l'impact sur les métiers existants et effectivement sur les filières impactées, donc et de la même manière, on voit bien que l'ensemble des filières sont impactées. Oui, alors nous, on a mis nouveau métier, vous allez me dire que ça va en contradiction avec ce que je viens de dire, éco-manager, mais parce que ça fait partie des tendances qui sont impactées dans les nouveaux métiers qui arriveront. Nous, on a une conviction, c'est qu'il faut que ce soit à la base du management et que voilà, le directeur de l'environnement ou le responsable de développement durable, ça va exister, il y en aura, ça fait partie des métiers clés qui vont sortir. Nous, dans une dynamique de prospection, on va un peu plus loin, on va dire, et on a ce souhait plutôt d'être dans vraiment l'éco-manager. C'est un nouveau métier qu'on a, nous, imaginé, mais évidemment, ce qui sortira plus probablement, c'est des directeurs de l'environnement, des responsables d'environnement, des consultants, etc. De toute façon, les métiers de consultants seront majeurs, notamment pour accompagner ce métier d'éco-manager. Et en même temps, si on met en relation avec ce que vous nous disiez en introduction sur le fait que la plupart des entreprises de la filière des ICC sont des entreprises unipersonnelles ou en tout cas avec très peu de salariés, ça signifie aussi que l'impact et donc ce qu'on va demander à cet entrepreneur, c'est d'avoir des casquettes très diverses. Oui, oui, on le voit bien, c'est cette dynamique un peu couteau suisse, mais en fait surtout, que ce soit les questions environnementales, que ce soit les questions entrepreneuriales, c'est effectivement toutes ces dynamiques qui sont complexes et qui nécessitent bah, des compétences clés et donc des besoins de formation. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, la clé, c'est des besoins de formation pour répondre à ces tendances et à ces évolutions. Alors Nadine nous demande si les slides pourront être transmises. Donc oui, on a prévu effectivement de vous transmettre le support donc en fin de réunion. Par contre, Aurélia, vous souhaitiez préciser que pour l'instant, les fiches ne sont pas tout à fait disponibles.
Oui, oui, pour le moment, elles ne sont pas disponibles. On est en train de construire. Il faut savoir que l'association du campus a été créée le 23 septembre dernier. On a un président qui est d'ailleurs Jean Calisti, j'en profite pour le nommer, qui est le proviseur du lycée Savina, hein, qui est aussi spécialisé sur les métiers d'art et du design, que nous sommes en train d'établir ce conseil d'administration. Donc, on attend que toutes ces choses soient voilà, bien posées, structurées, pour pouvoir évidemment ensuite faire une diffusion plus large et organiser le projet du campus. Donc, vous pourrez retrouver ces éléments, effectivement. Mais en tout cas, pour l'instant, vous aurez au moins les quatre fiches qui ont été présentées. Donc sur le diagnostic, reprenons sur le diagnostic. Donc on voit que vous avez pu identifier des compétences clés, des compétences de demain. On voit que vous travaillez pas mal aussi en partenariat avec les acteurs et notamment les acteurs de la formation. Est-ce que ou comment le diagnostic va avoir un impact sur l'offre de formation? Il faut savoir que France 2030 a établi ce fameux appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Pour l'acronyme, c'est AMI-CMA. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent. Le diagnostic est le volet 1 de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc nous, évidemment, on a été lauréat de cet appel à projet. Donc ça a permis d'obtenir un financement intégral hein, à 100% pour établir ce projet. Donc, Et vous euh, avez pu diffuser également ce diagnostic auprès alors, des... le diagnostic est en cours de diffusion. D'ailleurs, bah, là, c'est un exemple aujourd'hui, pareil. Mais je peux intervenir à la demande, hein, notamment aux acteurs qui seront membres de l'association gracieusement hein, pour faire une intervention. Il faut préparer évidemment parce qu'en en fonction des acteurs, voilà, il y a des acteurs qui vont vouloir cibler sur certaines compétences plutôt que d'autres. Donc ça, c'est effectivement possible de pouvoir diffuser. Et puis de toute façon, vous avez le diagnostic qui est diffusé sur le site du secrétariat général pour l'investissement. D'ailleurs, je vous encourage à y aller parce qu'il y a énormément de diagnostics très intéressants. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais il y a des petites synthèses de 10 pages. Donc, voilà, ça permet quand même de nourrir les réflexions et de pouvoir adapter ces projets de formation. Donc, voilà, c'est assez riche. Alors, comment on s'inscrit? Donc, ce que je disais, il y avait ce volet 1, mais évidemment, il y a un volet 2. Et donc, l'État, quand il finance un volet 1, il s'attend à ce qu'on propose le volet 2, hein, parce qu'il veut que ça aboutisse à quelque chose. Donc, le volet 2, c'est le développement d'un dispositif de formation. Et donc là, le campus travaille depuis maintenant un peu plus d'un an hein, à la réponse à cet appel à manifestation d'intérêt avec à l'échelle de la Bretagne, puisqu'il faut savoir qu'un campus des métiers a une dimension, on va dire, nationale et internationale, puisque nous, on est labellisé Excellence hein, au niveau du campus des métiers, mais il intervient pour la mise en place de formation à l'échelle régionale. C'est bien pour ça que le copilote est la région Bretagne et la région académique de Bretagne. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, on a travaillé là avec toutes les universités de Bretagne. Donc, il faut savoir qu'on a les quatre universités. On a des acteurs de la formation continue du secteur culturel voilà, qui sont aussi dans cet appel à projet pour créer de nouvelles formations et donc répondre à la suite. En fait, nous, on a évidemment identifié des compétences clés. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de l'éducation artistique et culturelle. Et nous, notre conviction, c'est de se dire que l'éducation artistique et culturelle, je vais évidemment boucler sur cet axe-là, est un levier de performance des industries culturelles et créatives. Ça, c'est le grand axe. Et on a creusé un peu plus en disant, bah, dans ces évolutions technologiques, donc de cette volonté quand même de mettre à niveau des formations en intégrant ces compétences technologiques et notamment l'IA, hein, c'est pour ça qu'on a notamment évidemment l'Université de Rennes hein, qui travaille avec nous dans ce projet, eh ben, il y a quand même besoin aussi de préparer les générations futures. Et donc, préparer les générations futures, c'est avoir un très grand projet sur le scolaire, primaire et secondaire, voilà, donc les collégiens aussi, les lycéens, et donc de pouvoir proposer un grand projet d'éducation artistique et culturelle en lien évidemment avec l'éducation nationale pour pouvoir sensibiliser et mettre en place des projets qu'on a appelé, nous, le défi des petits entrepreneurs culturels au sein des collèges et leur donner bah, le goût de la culture. Sensibiliser également les parents sur les métiers de la culture. Il faut quand même savoir que c'est de plus en plus compliqué. Hein. On devient de plus en plus en tension, notamment sur les métiers de médiateur culturel ou sur des métiers type chargé de diffusion ou encore technicien. Hein. Tout ça, tous ces éléments sont déjà connus. Hein, par, j'imagine, les, les personnes qui nous regardent. En tout cas, voilà, tout ça, c'est des éléments importants et on veut à la fois donner l'accès à la culture à tous,
hein. Ça, c'est vraiment dans les axes de Excuse-moi, je l'EAC. rebondis, mais c'est vrai que c'est important de le repréciser parce qu'on peut aussi avoir des a priori sur le monde de la culture, sur les métiers de la culture. Donc c'est aussi important de repréciser qu'il y a des métiers qui sont en tension dans le domaine culturel aussi et qu'il y a des besoins. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on met en avant. Et puis surtout, évidemment, le fait de pouvoir préparer. Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle va se nourrir de données existantes dans un grand univers, voilà, bon, virtuel. Si on ne réalimente pas en créant de nouvelles, voilà, on va paupériser. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, nous, on a cette conviction qu'il faut préparer les générations futures. Puis au-delà de préparer les générations futures, on sait que l'éducation artistique et culturelle développe des soft skills, notamment la créativité, l'écoute, l'échange, le partage, le lien. Voilà, donc la transmission, il y a des sujets de transmission. Voilà, donc on a vraiment cet axe très fort. On souhaite vraiment sensibiliser sur les métiers de la culture pour pouvoir, je pense notamment aux métiers d'art et du design, mais la transmission du geste, on voit bien qu'il y a ces éléments-là qui sont forts aussi, qui font partie des politiques publiques et qu'on souhaite évidemment encourager. Donc c'est vraiment un projet qui va s'articuler à la fois sur une forme d'hybridation de compétences avec notamment l'art et les sciences. Donc, on fait rencontrer notamment des ingénieurs avec l'école des beaux-arts. On a l'école des beaux-arts, bien sûr, dans notre projet pour euh, aider les ingénieurs à mieux comprendre les acteurs culturels et inversement, et créatifs, hein, culturels et créatifs, bien sûr. Ça, nous, on est sur ces deux axes. Bon. Donc voilà, on est dans cet axe-là et puis évidemment préparer en parallèle, en complément, les générations futures à ce goût de la culture et puis finalement avoir peut-être les futurs talents de demain. Alors, vous avez parlé effectivement plutôt l'enseignement. Je rebondis sur la question de Laetitia dans le chat qui demande s'il y aura également des actions en direction notamment des organismes de formation et de la formation continue dans cette deuxième vague d'appel à manifestation d'intérêt. On travaille notamment avec un réseau qui se nomme Formaculture, qui est déjà existant. Alors, nous, l'idée, c'est vraiment d'aider à l'installation d'acteurs qui sont déjà en place. Enfin, ce gros projet qu'on met en place, c'est vraiment tourné vers les acteurs déjà existants, hein. Le campus est là finalement pour réunir tous ces acteurs et donc y aller grouper. On y va grouper à l'échelle de la Bretagne. Voilà, c'est pour être plus fort finalement et avoir plus de chances d'obtenir ces fonds à destination des différents acteurs. Donc, on a effectivement un projet qui est tourné vers les acteurs de la formation continue du secteur culturel, avec, on espère évidemment, être lauréat pour pouvoir aider à l'installation de ce réseau Formaculture, et donc qui aura ce rôle, notamment plutôt à destination des acteurs de la formation continue. Je ne sais pas si Euh, c'est la question, mais ouais. Si, je pense que vous répondez à la question. Bien, merci Aurélia. Peut-être dernière question, dernier point que je souhaitais aborder avec vous. Par rapport aux professionnels de l'orientation notamment. On en a parlé un petit peu, on l'a évoqué un petit peu, mais ces professionnels de l'orientation, qui nous écoutent d'ailleurs, lorsqu'ils reçoivent des publics qui souhaitent s'orienter vers ces métiers, est-ce que vous avez des conseils à leur donner par rapport aux métiers de la culture? Donc vous disiez effectivement embarquer les parents notamment, mais voilà, même des personnes qui souhaitent se reconvertir sur les métiers de la culture, vous l'avez un petit peu évoqué aussi. Est-ce qu'on peut passer d'un secteur à un autre? Voilà, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner les conseils parce que je sais qu'on a affaire à un public d'experts. Donc, mais en tout cas, je pense qu'il faut toujours rester déjà positif, optimiste sur ces métiers-là. Il faut, parce que souvent, parfois, il y a, oui, c'est compliqué dans le secteur de la culture. Je pense qu'il faut rester, euh, on va dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il faut rester dans un engouement en fait, de ce secteur pour l'encourager et ne pas être dans une dynamique, on va dire, voilà, oui, effectivement, il y a des évolutions, comment on réagit, et plutôt orienter sur le métier qu'ils ont, c'est-à-dire, il faut se former. Donc, évidemment, le conseil, c'est de se former, mais ça, je ne sais pas si c'est une évidence. J'ai pas de conseils particuliers. En fait, je me sens pas forcément la mieux placée pour donner des conseils. En tout cas, moi, je reste à l'écoute de tous ces acteurs et ils peuvent me contacter. Voilà. Donc, s'ils Alors, veulent, il ce n'y a que- ce aucun qu'on problème. comprend aussi, c'est enfin, dans ces métiers, il y a une vraie expertise technique. Oui. Et voilà, tout votre discours dans ce webinaire, c'était aussi de se dire il faut acquérir aussi des compétences transversales, en fait. Oui, oui, complètement. Enfin, voilà, c'est à la fois. Euh,
Bah, acquérir des compétences transversales, on n'a pas suffisamment parlé, mais la compétence notamment de la communication est majeure. Elle a été citée à plusieurs reprises et elle fait partie des compétences clés. Et puis toutes ces compétences transverses, administratives, qui sont aussi indispensables à ces métiers. Merci en tout cas Aurélia, bah, merci aux participants. J'espère que c'était clair et fluide pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça l'était. Aurélia, merci beaucoup pour votre présentation et pour voilà, les temps de préparation que vous avez dédiés à cette présentation également. Je voulais donc informer les participants, mais je crois que Marie-Claire l'a fait déjà, mais je vous le redis que vous retrouverez donc le replay de ce webinaire sur le site du Greffe. Vous le retrouverez également sur la plateforme idéo. Vous pourrez le consulter également depuis la plateforme idéo. Et puis, donc, je vous informe que nos prochains rendez-vous sectoriels en 2025 maintenant seront donc sur les métiers de l'économie sociale et solidaire, les métiers de l'industrie agroalimentaire et les métiers des commerces de proximité. Voilà, donc on se retrouve en 2025 pour les prochains rendez-vous sectoriels. Donc, je vous dis à bientôt et puis merci encore Aurélia pour votre présentation. Merci pour votre écoute et votre invitation. Merci. Merci, au revoir.